Nous allons donc pouvoir commencer ce Media Workshop. Avec nous, pour commencer, Robert Meissner, coordinateur de l'ESA, et après, Paul Fischer, responsable de la communication du Bureau climatique de l'ESA. Le thème, la Terre vue de l'espace. Les informations satellitaires sont précieuses. Ignorons les frontières entre États. Indispensables pour nous, les journalistes, par exemple. Elles ont de multiples applications. Évidemment, je laisse développer M. Meissner. Mr. Meissner, it's up to you. Alors, hop. Yes, can you hear me? Hello, yes. Oui, nous vous entendons. Nous vous entendons, Monsieur Meissner. Super. Vous voyez mes diapos également? J'espère qu'on pourra les voir, oui. Alors, parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole ici. Et je voudrais également vous remercier de cette occasion. J'ai un écho, dit l'orateur, malheureusement, qui déforme la voix. Vous m'entendez? Oui, continuez. Ça a l'air de s'être arrangé, dit l'orateur. Donc, je viens de l'Agence spatiale européenne. Comme vous le savez, nous fonctionnons en fait des missions satellitaires qui servent à observer la planète. Et comme vous le voyez dans la diapo, au cours des 15 dernières années, en fait, aujourd'hui, nous avons quelques 16 missions satellitaires dans l'espace. Et nous avons entre 25 et 30 actions planifiées pour les 2 décennies à venir. Donc, nous allons vous recevoir beaucoup d'informations en plus de ce qu'il y a déjà dans l'espace. Cela pose un défi pour nous, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je travaille dans la communication, mais ce que nous faisons principalement, c'est visualiser les données obtenues des satellites. Alors, pour vous donner une introduction, afin de vous démontrer où sont les défis lorsqu'on considère les grandes quantités de données et la diversité de données, il faut savoir qu'il y a en fait un défi pour avoir des données prêtes à utiliser, c'est-à-dire passer des données brutes à des données utiles pour votre travail sur le changement climatique et le changement au niveau mondial. Je voudrais vous montrer la prochaine diapo. Vous voyez que la visualisation scientifique n'est rien de nouveau. Ici, vous avez un graphique de Alexander von Humboldt et ce graphique vous montre en fait les températures, un graphique de température, une première tentative de visualiser les données complexes. Donc, ce désir existe depuis très longtemps. Cela retourne très lointain en arrière vers des cartographie. Vous savez qu'on a toujours essayé de générer une image du monde dans lequel nous vivons. Nous essayons de faire la même chose, mais on fait face à plusieurs défis. Un de ces défis, c'est que la plupart des scientifiques travaillent avec des visualisations qui sont différentes de ceux que nous ayons en tête. Voilà ce que nous voyons de façon ordinaire dans la visualisation
information scientifique. Ici, c'est une cartographie et vous voyez ici, on a tendance à utiliser des sigles. On essaye de mettre autant d'informations possibles dans la visualisation et on essaye de montrer des différents ensembles de données dans notre visualisation. Et notre objectif consiste à faire en sorte que des visualisations de données telles que celle-ci, qui est conçue pour des scientifiques, et de les rendre moins complexes, moins compliquées, pour pouvoir les utiliser. Je vais vous... Un bon exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaye de prendre la visualisation pour la transformer en quelque chose de plus facile à comprendre, ce que nous obtenons, généralement, à partir de nos scientifiques, c'est quelque chose qui ressemble à cela. Ici, vous avez en fait une carte de la pesanteur. Et en fait, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre cela compréhensible. Si vous avez de la chance, alors vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à cela. On peut obtenir cela de la part de nos scientifiques. Ce que nous souhaitons obtenir, c'est quelque chose de totalement différent, quelque chose qui ressemble à cela, qui est une animation du champ de pesanteur. Et ici, vous voyez réellement à quoi ressemble notre planète. Cela est exagéré 10 000 fois, mais cela vous montre l'influence de la pesanteur sur la forme de la Terre. Et étant donné que nous créons de telles images, cela permet d'avoir des ensembles de données plus faciles à comprendre, à appréhender. On peut obtenir en fait quelque chose qui ressemble à cela, qui a été publié sur la une de plusieurs journaux européens et des publications scientifiques. Cela nous montre clairement que de notre côté, nous devons fournir des informations qui peuvent être facilement utilisées par des collègues comme vous dans les médias, les journalistes scientifiques, les journalistes de réseaux sociaux qui sont si importants aujourd'hui. Et donc, voilà le défi auquel on fait face aujourd'hui. Ayant dit cela, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas l'écran. Oui. Alors, pourquoi on fait cela? Les objectifs sont très clairs. Nous voulons en fait augmenter la visibilité de nos missions satellitaires, mais en même temps, nous voulons communiquer sur les changements au niveau de la planète, parce qu'on le voit tous les jours, et on veut augmenter la sensibilisation sur l'importance des satellites, car c'est le seul moyen d'avoir une vision globale, d'avoir des ensembles de données à long terme, et les choses qu'on peut mesurer seulement à partir de l'espace, le niveau de la mer, les températures à la surface de la mer, les changements de température terrestre. Donc, il y a beaucoup d'exemples où nous pouvons utiliser les satellites pour avoir des sources de données, et cela pour une couverture mondiale. Pour nous, il est également important de convaincre nos parties prenantes pour qu'ils peuvent nous fournir, en fait, des données sur 2, 20, 30 ans pour être sûr de déterminer si les observations sont des tendances à court terme ou à long terme. Comme vous le savez, le climat est ce à quoi on s'attend et la météo, c'est ce qu'on obtient. Et donc, il faut pouvoir différencier entre les deux, entre les aspects météo et climat. Alors, bien sûr, les canaux de communication utilisés sont les canaux télévisés, les journaux télévisés, mais nous essayons également de communiquer notre message par le biais d'événements. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, vous avez des canaux dédiés comme ceux de musées, etc.
Et vous savez qu'un des défis auxquels on fait face, c'est la question de langue, la question linguistique. Nous sommes une institution européenne, nous avons quelques 14 langues parlées par nos États membres, ce qui, bien sûr, rend les choses difficiles. Mais cela n'est pas tout. Il y a des cultures différentes dans les différents pays et les sujets sont pris différemment dans les différents pays. Ici, en Allemagne, par exemple, les sujets d'environnement fonctionnent très bien. Mais au Royaume-Uni, et bien sûr, c'est une simplification, mais c'est pour vous donner une idée, eh bien, ce sont les sujets économiques qui sont surtout intéressants. Les médias espagnols aiment les sujets de l'espace, de la technologie, mais aussi l'environnement. En France, on a tendance à aimer davantage les sujets technologiques. Mais là, ce sont des généralisations, juste pour vous donner un peu une idée des défis auxquels on fait face. Puis, il y a notre défi qui consiste à faire en sorte qu'on puisse prendre les données complexes provenant des satellites et les diffuser en forme plus compréhensible pour les publics. Alors, comment essayons-nous de faire cela? Comment faisons-nous pour appuyer ces objectifs? En vous offrant des bonnes informations et un contenu intéressant, unique, ce qui est un défi aussi. On essaie en fait de transformer les données en visuels de haute qualité parce que en fait, on a des images vraiment de très haut niveau pour les photographes. La qualité de résolution s'améliore de plus en plus et donc il faut faire concurrence par rapport à cela. C'est un défi. Et troisièmement, nous contribuons à des événements de grand intérêt là où on peut. Il y a bien sûr des défis, encore une fois, des défis parce que nous faisons concurrence à des... J'ai perdu ma diapo, excusez-moi. Il faut que je regarde mon PowerPoint parce que je ne peux pas lire la diapo, malheureusement. Voilà. Alors, pour vous donner des exemples, je vais vous donner Je vous ai donné le cadre dans lequel nous travaillons. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Ici, vous voyez quelques exemples récents d'il y a 2-3 semaines où nous avons publié des informations qui sont assez récentes. Tout d'abord, les émissions de méthane sur la côte mexicaine ont créé une réelle tollée dans la presse mexicaine. Puis, vous voyez en fait la plaque de glace de Groenland qui a subi beaucoup de pluie et qui se défait. Et là, vous avez également des informations climat provenant des satellites. En ce qui concerne les informations et annonces, vous savez qu'il y a eu le symposium Planète Vivante 2022 en Allemagne il y a 2 semaines où nous avons regardé tous les sujets de changement climatique, observation, météo, etc. Voilà le type d'informations que nous publions 2-3 fois par semaine, ce qui vous donne la possibilité de suivre ce qui se passe dans ce domaine et avoir des informations de fond. En général, ces informations sont accompagnées d'images, de visuels. Pour vous donner une idée de cela, j'ai rassemblé une collection d'images et de vidéos pour vous montrer d'où nous venons. Premier exemple. Ici, vous avez une image satellite qui a été prise en avril 2019 qui vous montre la lagune de Venise avec Venise au milieu et vous voyez toutes
ces petits points blancs, ces tracés de points blancs qui circulent autour de la ville de Venise. Alors, si on compare cela à une image prise au cours du premier confinement en 2020, qui était extrêmement strict, vous voyez en fait une image de la lagune de Venise complètement différente. L'eau est plus claire, moins de turbidité. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez voir l'impact du confinement en Italie sur l'environnement, mais également sur la vie de la population. Autre exemple, et là vous avez l'image différente, vous avez les images avant et après le confinement. Ici, ce qu'on regarde, c'est la concentration de dioxyde d'azote et la pollution en fait de l'air. C'est un bon indicateur. On voit en fait que les niveaux de dioxyde d'azote ont baissé d'environ 2% sur toute l'Europe, ce qui est un visuel assez impressionnant. Ici, vous avez encore un exemple d'image liée au Covid en Inde. Ici, encore une fois, des images à deux moments différents, 2019 en haut, 2020 en bas. Encore une fois, des petits pics rouges qui vous montrent des concentrations, en fait. Et vous voyez la baisse en Inde, sauf dans le cadre des centrales, parce que il faut savoir que les centrales à charbon ont dû continuer à produire de l'électricité. Voilà pourquoi vous avez des niveaux différents de pollution. Cet exemple se concentre sur une autre technologie, une image radar, ce qui nous permet de regarder à travers les nuages et faire des images dans le noir également. Vous avez des images de l'Antarctique. Vous voyez la rupture d'un gros iceberg qui vous montre un changement en Antarctique. C'est très, très loin, bien sûr. Ce n'est pas très agréable comme lieu d'habitation et il fait nuit la moitié de l'année, très souvent couverture nuageuse. Et ici, le satellite nous donne la possibilité d'observer l'Antarctique de façon quasiment quotidienne. Cela nous permet également de voir les effets à long terme, comme illustré dans cette carte. Et cette carte illustre autre chose. Nous rassemblons des données et nous essayons de le rendre compréhensible. Ces données remontent aux années 70-80 et tous les nouveaux tracés que vous voyez sur la carte, vous voyez les tracés historiques des icebergs, vous voyez les changements au niveau de vitesse, de mouvement des icebergs, des changements au niveau des tracés. Et ici, nous avons intégré la carte d'un iceberg qui s'est détaché et a dérivé au niveau de l'océan pendant 2-3 ans avant de commencer à fondre. Ici, une autre animation qui vous illustre la perte de glace de façon différente, où on voit la relation entre la quantité de glace et la taille de ce bloc de glace, et cela comparé à une zone urbaine. On regarde la relation de taille afin de donner une meilleure idée au public de la quantité de glace dont nous parlons. Si je passe à la diapo suivante,
ici quelque chose de tout à fait à jour, car hier, on a justement publié une image des températures à la surface terrestre. Ici, vous avez 2-3 exemples. Ici, à gauche, vous voyez la canicule qui a frappé l'Inde au mois d'avril. Ensuite, vous avez une image, la canicule de l'Europe orientale l'année dernière. Et à droite, un changement au niveau de la calotte glaciaire. Donc voilà le type d'images produites. En ce moment, les collègues sont en train de produire une cartographie d'Europe sur la dernière canicule que nous venons de vivre la semaine dernière. Un autre exemple qui remonte à 2019 concernant les incendies qui se sont produits en Australie en 2020, c'est-à-dire dans la partie de l'été austral de la région et qui a également entraîné une évolution sur de larges zones. Est-ce que vous voyez bien l'évolution, ça se diffuse bien? Oui, cela fonctionne. À nouveau, les données atmosphériques qui jouent un rôle essentiel pour comprendre ce contexte global, ce contexte mondial. Et enfin, pour compléter cette visualisation, cette image, nous créons donc des cartes, nous créons des informations sur la base des images satellitaires et pour faire en sorte que ces données soient utilisables par les personnes qui dépendent de ces données. Et donc ici, vous avez donc eu un ensemble d'exemples qui permettent de créer un contenu pour des événements particuliers, mais sur une base hebdomadaire. Ce que nous faisons également, c'est que nous créons des images à partir de nos données satellitaires qui illustrent certains sujets, certaines régions, certaines zones, et elles sont publiées tous les vendredis. C'est une image hebdomadaire qui est donc ici un recueil des images qui ont été publiées. Et nous faisons la même chose pour les mêmes zones. À partir des mêmes images, nous produisons des vidéos qui expliquent un peu plus en profondeur ce qui est visible et comment l'interpréter. Par exemple, si vous êtes intéressé par l'Inde, nous fournissons également cette image un jour plus tôt pour avoir un petit peu plus de temps pour se préparer. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et vous pouvez avoir les informations également un jour à l'avance si vous avez un événement particulier à préparer. Je peux vous interrompre. Il ne vous reste plus que 5 minutes et il vous reste 9 ou 10 diapositives à passer. Je vous ai juste voulu faire un petit point sur le temps qu'il reste. Ce n'est pas un problème pour moi. Je vais terminer en 5 minutes. Eh bien, merci, parce que nous voulons également réserver un petit peu de temps pour pouvoir vous poser des questions. Les 4 ou 5 diapositives qui suivent sont sur le même sujet. Les données que nous avons, l'ensemble de données que nous avons sont disponibles, sont toutes disponibles gratuitement. Tout le monde peut y avoir accès. Ils représentent une certaine complexité en termes de compréhension et donc les personnes ne peuvent pas forcément les comprendre en juste 5 minutes. Mais ce sont des exemples des données. Vous pouvez définir les zones, les données par lesquelles vous êtes intéressé sur une période de donnée. Ici, c'est donc un exemple de la façon dont cela fonctionne pour pouvoir avoir accès à ces données. Par exemple, ici, donc c'est par exemple la plateforme que l'on dit Sentinelle, et donc c'est comment pouvoir utiliser des données de façon beaucoup plus graphique et à partir de ces données, effectuer vos propres combinaisons, associations et ensuite exporter ces images avec différentes combinaisons associations. C'est quelque chose qui est très agréable à manipuler, à utiliser et qui peut être utilisé par un public moins expert, on va dire, plus profane en la matière. Et donc, je pensais que c'était intéressant de vous le présenter pour votre travail.
Maintenant, ici, nous avons votre carte de NO2 et donc qui permettent de voir, par exemple, la pollution au dioxyde d'azote sur la région européenne, par exemple, sur la zone européenne. Maintenant, je voulais dire brièvement que nous produisons également beaucoup de contenu pour un ensemble de présentations, d'expositions, d'événements. Par exemple, une vient se dérouler dans le nord de l'Italie, donc pour laquelle nous avons produit des cartes sur les montagnes. Et nous travaillons également actuellement sur une participation à Green Alley à Milan, qui se tiendra au mois de juillet. Et cet après-midi, je me rends à Berlin, ici, pour une présentation où nous faisons la promotion du changement climatique et nous faisons la promotion de nos outils pour pouvoir comprendre ces phénomènes. Voilà, ça m'amène maintenant à la conclusion de cette présentation. J'espère que je suis dans les temps. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Meissner. J'ai d'ores et déjà une première question à vous poser. Et merci tout d'abord pour cette présentation. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une copie de cette présentation, des diapositives de votre présentation? C'est une personne de l'Institut Lumière qui pose cette question. Bien sûr, pas de souci. Je ne sais pas s'il est mis à disposition sur le site Internet du forum ou si je le fournis. Oui, on peut le mettre à disposition sur le site Internet, tout à fait. Merci. Une autre question. Des rôles des satellites dans la gestion des ressources en eau à l'échelle planétaire. So the role of satellites in the management of water resources on global scale. Des ressources en eau, ressources hydriques. Il y a une initiative sur ce sujet et donc avec le suivi des niveaux des lacs, également en utilisant l'hydrologie des régions, avec également les déversements, la fonte des glaces. Et c'est principalement une thématique sur des zones assez étendues. Donc nous avons des projets menés en Afrique centrale par exemple, mais également donc des zones, bien entendu, où la situation hydrique est importante, que ce soit l'Afrique centrale également, cela vaut également pour l'Europe centrale. Donc oui, la réponse est oui. Il y a des projets en ce sens. Et concernant également les questions liées à l'irrigation, concernant le travail agricole, où nous apportons des orientations aux agriculteurs, en particulier ceux qui ont de larges exploitations agricoles, de grandes zones de champs cultivés. Et donc, comment utiliser l'eau de façon à sécuriser les ressources et à réduire au minimum l'apport en eau, en engrais et également limiter le recours à l'eau et de puiser dans les ressources en eau. Donc oui, on peut aider dans ce travail. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour cette invitation. Merci, Monsieur Meissner. Monsieur Fischer, qui est déjà là. Je pense que le micro est déjà allumé. Hein? It's okay for the mic. Yes, hello. Alors, on va commencer avec une première question, déjà pour vous. Comment va évoluer la technologie spatiale? In English, how will space technology evolve? Is that a question or is that an introduction to the... C'est une question ou c'est une introduction à ma présentation? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à ma présentation. Je suis Paul Fischer et je travaille au niveau de l'Agence spatiale européenne et plus principalement... Merci. Et donc, j'étudie principalement les données liées au changement climatique. Donc, cette première diapositive regarde donc les informations dont nous disposons en termes climatiques et l'on voit qu'il y a eu que c'est venu étayer les travaux effectués par l'accord de Paris, par exemple. C'est important pour pouvoir comprendre les évolutions climatiques. Ce sont des données à l'échelle mondiale qui présentent les aspects principaux liés au climat. Et donc, cela porte également sur 33 variables climatiques essentielles. Et la plupart de ces variables sont disponibles et suivies de manière satellitaire. Et elles sont, nous avons donc les concentrations de gaz à effet de serre,
l'air, les aérosols, les plantes également, qui permettent de définir les probabilités d'évolution du changement climatique. On étudie également la quantité de carbone qui est absorbée par le phytoplancton présent dans les mers et comment les modifications se produisent au niveau des forêts également. Nous étudions les données liées à la cryosphère. Cela sous-tend les sciences liées au climat et les informations qui sont fournies par EUMETSAT et le CEPMT, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Et donc, un exemple qui réitère une des images qui a été partagée par Robert. Donc, on peut utiliser ce type d'image pour illustrer la façon dont le climat a évolué. Donc, c'est un exemple de recul des glaciers au fur et à mesure des années. Et l'observation satellitaire a permis de comprendre la réalité de ces changements, de ces transformations. Par an, nous perdons 1,3 trillion de tonnes de glace chaque année. Et donc, en termes de mètres cubes, c'est donc en kilomètres cubes, pardon. Et donc, c'est une façon de quantifier la perte par an. Et nous savons que cela augmente également en vitesse de recul de ces glaces. Donc, une fois que la perte est réelle, ça nous permet donc ici de l'illustrer à travers ce genre d'image et de comprendre cette perte au cours des dernières décennies. Le deuxième exemple concerne le niveau des océans. À nouveau, avec les données satellitaires, nous avons donc une modélisation détaillée qui nous permet de comprendre qu'il y a une augmentation du niveau d'air de 3,3 et donc c'est à 0,4 mm par an. Et donc ça vous montre à quel point ces satellites fournissent des données précises en termes de modification, de changement qui se produisent. Donc en termes d'augmentation du niveau de mer, nous savons que la vitesse de cette augmentation augmente. Et donc ici, les données, en fait, nous voyons, fournissent le niveau moyen de Marseille, et donc on voit que l'augmentation se multiplie 3 fois plus vite que dans d'autres domaines. Et donc, pour comprendre ce qui se passe au niveau du montée des eaux, les données fournies par ces satellitaires nous aident à les traiter. Et ensuite, ici, on voit par exemple que les zones les plus bleu foncé montrent l'expansion thermique par rapport à l'évolution en termes de hauteur. Donc c'est-à-dire que la température de l'eau augmente, mais et également le niveau de la mer augmente. Ici, donc on voit avec la fonte de la calotte glaciaire, c'est un suivi qui a été fait avec nos données, et donc les satellites nous permettent à comprendre ces évolutions climatiques. Maintenant, si l'on regarde un peu plus en avant, on peut prédire les changements à venir avec quelques exemples fournis ici, avec par exemple l'exemple fourni au niveau des lacs, avec un ensemble de données qui ont été produits au cours des 18 derniers mois, qui regardent certains ensembles de variables portant sur 2000 lacs et qui étudient l'évolution de la température à la surface de l'eau. Et donc ici, vous avez le lac de l'Ontario, la température à la surface de ce lac qui a augmenté au cours de ces dernières années. Et nous avons pu voir que la température des lacs a augmenté, et nous savons que pour chaque degré d'augmentation de la température de l'air, la température de l'eau des lacs augmente également. Donc, nous utilisons ces données pour pouvoir comprendre ce qui se passe à ce jour, et ensuite, on peut l'ajouter à des modèles climatiques pour prédire les futurs changements climatiques. Et donc, on peut définir des parcours d'émissions, des trajectoires d'émissions, et sur la base de ce qui s'est passé au cours de ce début du 21e siècle. Donc, ça, c'est ce qui passe pour les eaux
dans les lacs. Et donc, concernant donc en fait la calotte de l'Arctique, nous avons donc vu ici un déclin depuis ces dernières années avec des produits qui ont été développés en l'occurrence pour mieux comprendre avec Metsat ces informations. Les scientifiques savent que l'étendue de l'Arctique est liée à la perte de carbone, de dioxyde de carbone. Donc, plus il y a une réduction de dioxyde de carbone, plus la fonte est importante. Et donc, on voit que clairement, cela a un impact sur la réduction du volume de glace. Les modélisations donc, sur le climat permettent de regarder et d'utiliser les données d'observation de la calotte glaciaire, de les combiner avec des futures émissions pour déterminer si la calotte, si le glacier en Arctique va finalement totalement disparaître. La plupart d'entre nous dans cette pièce seront encore présents, sûrement en 2050, et c'est la date à laquelle nous pensons qu'en été, il n'y aura plus de glace présente dans la région arctique. Et donc, le groupe qui travaille sur ce sujet au sein de l'ESA montre à quel point il est important de travailler sur ces types de modélisation et qui permettent également d'accroître la précision de chaque prédiction que nous pouvons faire. J'ai parlé de la façon dont l'observation de la Terre permet de regarder, d'observer l'évolution climatique par le passé et de prédire l'avenir. Maintenant, je voudrais parler du fait qu'en plus du développement de nos données, d'en avoir plus et donc les études sur la durée, et de pouvoir savoir quels sont les défis climatiques qui nous attendent. Et ici, le défi qui nous attend, c'est donc peut-être presque par hasard, après, on a vu donc, que pendant des années, nous avons vu donc là, sur la période ici de 2010 à 2060, la trajectoire d'émissions est représentée par la courbe jaune. Le triangle rouge représente donc la contribution nationale à la réduction des émissions d'ici 2030. Et donc, c'est-à-dire que si tout est mis en place, voilà comment s'orientera la trajectoire. Et ensuite, les courbes bleues, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir atteindre moins 1,5, enfin une augmentation de maximum 1,5 degré de la température. Et donc, nous sommes loin de nous devrions être, si nous voulions être dans la cible des 1,5 degrés. Et donc, c'est une augmentation de 45% par rapport à l'objectif. Donc, c'est considérable. L'accord de Paris a démontré ce qui doit être fait. Et donc, les ambitions ne sont pas forcément atteintes. Et donc, le graphique à droite, donc, nous avons donc une revue des émissions globales pour voir où nous en sommes en termes de stock, de réserve, et pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Donc, il y a donc des recommandations qui vont permettre aux pays de savoir où prendre des actions, à quel niveau prendre des actions pour réduire ces émissions. Des pays tels que la France, le Royaume-Uni, etc., doivent prendre des mesures d'atténuation et pour réduire ces émissions et ensuite en faire le rapport au niveau de la Commission sur le climat des Nations Unies, l'UNCC. Et donc, il faut même accroître les ambitions, procéder à encore plus de changements pour pouvoir atteindre le niveau de réduction de carbone dont nous avons besoin. L'observation de la Terre peut tenir ou venir renforcer ces études et les capacités de rapport. C'est maintenant ce sur quoi je vais porter ma présentation. Ce que nous avons besoin de faire, eh bien, les satellites nous permettent d'identifier, nous aident à identifier des opportunités d'atténuation d'émissions de dioxyde de carbone. Et nous avons
pu suivre les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère pendant des décennies. Nous avons des données sur une longue période de temps. Et donc, ici, c'est donc l'exemple du satellite Copernicus Sentinel-5P. Et donc, avec une étude, une forte résolution pour l'étude de la présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, ici, avec deux exemples à droite de la diapositive, une donc qui parle d'un gazoduc et qui porte de méthane. Et donc ici, on peut identifier d'où viennent donc les émissions, faire quelque chose. Et au niveau national, on peut suivre également les politiques qui sont mises en place pour essayer de réduire ces émissions et de faire en sorte qu'elles se concrétisent. Une mission a été lancée, ou sera lancée en 2025, qui s'appelle CO2M, et donc qui doit se concentrer sur le CO2, le dioxyde de carbone, et qui doit y permettre d'identifier les opportunités de réduction d'émissions de méthane. Et nous envisageons de faire la même chose avec le CO2. Le CO2, et cette mission, en l'occurrence, elle fait partie d'un projet qui donc est lié avec Copernicus et avec un projet conjoint avec le CEPMT et EUMETSAT. Donc, ça nous permet de voir comment le monde va devoir s'adapter. Il y a des indicateurs communs et donc c'est complexe puisqu'il faut comprendre les informations biophysiques qui peuvent être fournies par ces observations satellitaires, mais il y a également des informations sociales et économiques qu'il faut ajouter à ces informations. Et donc ici un exemple qui porte sur l'environnement urbain qui a été observé par des collègues et qui a étudié des collègues qui ont étudié des cartes thermiques et donc qui étudie les canicules, et puis bien sûr sont ressentis encore de manière plus difficile dans zones urbaines et qui accroissent encore plus d'ailleurs les effets sur le changement climatique. Et donc, on a donc pris en considération les observations de température à la surface de la Terre et donc, ça permet de cartographier les températures en zone urbaine, dans les villes, et de les combiner avec des associations, avec des données sur l'humidité, et de développer un index thermique, d'inconfort thermique ou d'inconfort lié au niveau de température. Ça permet de suivre quelles sont les zones d'inconfort les plus importantes au sein des villes et également suivre les mesures d'adaptation nécessaires en zone plus verte. Donc, ce que nous espérons, c'est que cet outil permettra de suivre les gestionnaires des zones urbaines, comment en fait planifier mieux les villes ou mettre en place des parcs, des zones ombragées et des arbres pour rendre la vie plus agréable en ville, en particulier dans ce genre de période. Ici, je pense que je vais une vidéo, je vais essayer de vous la lancer. Donc, qui porte sur le comptage carbone avec des données climatiques qui permettent de comprendre les données physiques liées au climat, la façon dont les satellites permettent d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, et également comment cela peut aider aux mesures d'adaptation. Et donc, les définitions du budget carbone, c'est-à-dire le calcul d'émissions que nous avons avant d'atteindre le niveau de plus 1,5 degrés. Et donc, ici, on montre l'augmentation avant d'atteindre 100%. Et donc, nous n'avons plus que 17% du budget carbone reste, avec ce qui représente 10 années au taux actuel des émissions. Donc, chaque pays font des rapports sur leurs émissions de gaz à effet de serre, et ce, au niveau national.
Et ensuite, les scientifiques utilisent donc ces registres pour estimer les émissions au niveau national en regardant les quantités émises par zone sectorielle, par filière, pour voir quel type d'énergie utiliser, de déchets, etc. Et avec les satellites, ce que l'on peut également observer, c'est donc les émissions de gaz à effet de serre de manière descendante, c'est-à-dire qu'on a une vue globale à travers ces données d'observation satellitaire. Donc, avec ces missions, nous pouvons regarder donc les puits de carbone, les stocks de carbone dont nous disposons. Par exemple, nous pouvons observer la façon dont la Terre est utilisée, qui représente 25% environ des émissions mondiales totales. Nous avons une très bonne base de données concernant donc la biomasse et donc qui sont émus principalement du carbone qui est présent dans les forêts, le sol des forêts. Et ici, on voit les incendies qui donc servent en fait de conduit un peu accélérateur pour faire passer le carbone de la Terre à l'atmosphère. On peut également regarder les puits de carbone présents dans les océans avec les phytoplanctons qui donc sont présents dans l'océan, qui constituent d'importants puits de carbone. On peut combiner les émissions atmosphériques et les mesures de ces puits de carbone et ces estimations pour avoir une idée de l'émission nette dans l'atmosphère. On peut regarder les flux également dans l'atmosphère et entre l'atmosphère et la Terre pour voir quel est le budget de carbone net réel. Et ça permet de comprendre où nous en sommes en termes notamment d'émissions disponibles, ce que nous devons faire également en termes de réduction de ces émissions à l'avenir. Et de savoir donc quel est l'état actuel des stocks sur la planète. Et donc là, vous avez donc une vue globale. Le troisième élément que j'ai mentionné dans ma diapositive, c'est la façon dont on peut apporter un appui aux nations. Et donc, les actions climatiques qui doivent être prises au niveau national, il y a des organismes qui donc sont en charge de mettre en place des mesures pour réduire les émissions. Et donc, il y a donc les émissions de gaz à effet de serre peuvent être traitées ou atténuées par ces puits de carbone. Et c'est une approche ascendante ou qui se base sur les secteurs d'activité et qui utilise les facteurs multiplicateurs pour avoir une estimation des futures émissions. Il y a une demande de mesures indépendantes, que ce soit effectuées mesures indépendantes, qui permettent de vérifier la qualité de ces stocks, de cet inventaire. Et c'est là où les observations entrent en jeu avec un projet qui a été mis en place, qui utilise les méthodes présentées dans les animations, c'est-à-dire qu'ils prennent les données émises par les émissions ou résultant des émissions de gaz à effet de serre, et également la quantification des puits de carbone pour pouvoir estimer en fait comment retirer cela de l'atmosphère et comment les contributions peuvent se faire au niveau national. Et donc, ça a été publié au début de cette année. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les modèles présentés et cette estimation descendante correspondent. Et donc, ça permet d'accroître la cohérence et d'identifier également les sources d'incertitude, c'est-à-dire d'avoir une véritable image concrète de ce qui se passe et de ce vers quoi nous tendons. Et donc, à gauche, ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre et où les pays extraient beaucoup d'énergie combustible fossile, pardon. Et c'est important, par exemple, quand il s'agit des émissions de méthane pour pouvoir approcher, mettre en place cette méthodologie et donc essayer de voir comment, par exemple, ici, les Canada ne rapporte pas suffisamment la quantité de stock qui est disponible. Et donc, c'est essentiel d'avoir ces différents éléments pour avoir une véritable image. Et plus il y aura de satellites d'observation, plus nous aurons une précision fine de ces phénomènes.
Donc, les inventaires agricoles, forêts, utilisation des terres ont un impact. Et donc, il est important pour voir comment ces changements d'exploitation, la sylviculture, l'agriculture, etc., jouent un rôle important. Et ces ressources sont importantes, cette connaissance sont importantes pour avoir ces inventaires de ressources et les utiliser de manière ascendante. Donc, nous regardions les émissions liées aux forêts, à la sylviculture, par exemple, et on essaye de voir où nous en sommes actuellement. Donc, c'est une étude scientifique prototype qui regarde les niveaux de carbone à des niveaux très locaux, et vous pouvez le voir ici, les trajectoires que l'on voit sur la gauche, et on peut les comparer aux émissions de l'agriculture, par exemple, et ça permet aux pays en voie de développement, par exemple, qui disposent de larges zones boisées, de savoir comment est l'impact ou comment ils peuvent réduire l'impact des gaz à effet de serre. Donc, la façon dont l'observation satellitaire évolue montre que les informations sont de plus en plus locales, avec un niveau de résolution beaucoup plus important, et ça offre une opportunité de personnalisation des histoires et également finalement de pouvoir aborder de meilleure manière les différents publics. Et donc, c'est une application ici qui est présentée sur Internet, qui est à disposition et qui permet d'avoir accès aux ensembles de données dont je parlais, des données satellitaires. Vous voulez arrêter votre présentation, c'est ça? Donc, vous pouvez regarder l'ensemble des données satellitaires au niveau mondial, comment l'utilisation des terres change, évolue au fur et à mesure des années, comment l'Amazonie a changé, par exemple. Vous pouvez comparer différentes variables. Et ce que nous avons fait, nous avons ajouté beaucoup d'histoires également à cette application. Donc, vous pouvez également utiliser ce récit pour expliquer ce qui se passe au niveau du climat et pour pouvoir savoir comment ça peut être une problématique traitée à partir de ces données satellitaires. Je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'est une question que j'ai d'ores et déjà posée et que peut-être qu'on peut en parler maintenant. Sinon, quel est le rôle des salétudes dans la gestion des ressources hydriques à l'échelle mondiale? Mais vous en avez d'ores et déjà parlé. Oui, c'est ce que je disais. Une des choses qui me vient à l'esprit, c'est que il y a la donnée d'études des émissions de la surface de la Terre, par exemple, et ça permet d'avoir, et au niveau des mers, et donc qui est publié tous les 2-3 jours, la résolution c'est à peu près de 15 mètres, et donc si on peut utiliser ces mesures et avoir accès à ces mesures, vous pouvez avoir également des estimations sur l'impact sur les récoltes. Vous ne pouvez pas voir cela avec l'œil humain, en fait, mais vous pouvez voir l'impact de ce stress thermique et l'impact sur les cultures lorsque il y a de plus fortes canicules qui se produisent. Une autre question? Du Gulf Stream avec la fonte des glaces was the evolution concerning the Gulf Stream with melting ice. Yes, I have a video. Oui, j'ai une vidéo sur ce sujet qui illustre ces données qui nous permettent de comprendre ce qui s'y passe. Comme je vous l'ai dit dans les premières diapos, lorsqu'on regarde en fait les archives, on regarde les températures à la surface de la mer, on regarde la couverture de glace, la plaque de glace. Tous ces éléments, en fait, illustrent le développement du Gulf Stream. On voit en fait que la fonte du plateau de glace, de la calotte de glace, en fait, a un impact sur le Gulf Stream. Et donc, on essaye d'adapter les modèles du Gulf Stream pour la modélisation à long terme. Merci de nous donner votre nom. Bonjour, Geneviève Delsol, ex-Météo France. Bonjour. Because I'm a bit lazy, I will speak in French. Sorry. Je préfère français, mais j'écoute très lentement. Par French. La situation en Ukraine bouleverse un peu toutes les prévisions qui ont été faites sur l'accord de Paris.
On voit bien que le PDG de Total Energy, évidemment, répond aux questions à court terme et va forer en mer du Nord. Je ne parle pas d'Allemagne qui va rouvrir ou continuer les usines à charbon. Et je ne vous parle pas de la Pologne qui n'a jamais abandonné le charbon. Donc je voudrais savoir si toutes ces nouvelles données qu'on espère tous à court terme vont être enregistrées et modifier vos prévisions. La même chose en anglais. No, I'm sorry. Okay, so concerning the war in Ukraine and all these changes, if all the... Donc, Madame répète en anglais la question qui a été posée en français. Donc, en raison de la guerre en Ukraine, est-ce que tous les bouleversements liés à cela vont changer vos observations et votre point de vue? Je ne veux pas être trop politique, pas de politique ici, mais le carbone ne suit pas la politique. Et le carbone émis en Ukraine ou en Argentine ou en Afrique centrale qui se retrouve dans l'atmosphère va bien sûr réchauffer la planète. Donc, le dioxyde de carbone se préoccupe pas du changement climatique. Les difficultés politiques que vit le monde, bien sûr, compliquent notre capacité à réduire les émissions. Et je crois qu'une des choses les plus impressionnantes que j'ai pu voir au niveau mondial, c'est que le nombre de pays qui ont signé l'accord de Paris veulent réaliser ce niveau d'émissions. Je ne veux pas être politique, mais c'est vrai que la guerre complique les choses, mais nous pouvons continuer à contrôler les émissions, les puits de carbone. Nous savons ce que nous devons faire du point de vue scientifique et alors après, du point de vue politique, il faut voir comment apporter ces changements. Les observations peuvent observer les changements, fournir les informations. Alors, comment réaliser cela? Alors, la question politique en fin de journée, c'est difficile. Monsieur Meissner, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous nous entendez? Oui. Voulez-vous dire quelque chose en ce qui concerne cette question par rapport à la guerre en Ukraine et les changements à l'avenir? Eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup de changements en cours, comme tout le monde le sait. Je ne peux que souligner ce que Paul a déjà dit. Nous observons la situation. Nous vous donnons les faits sur ce qui se passe sur notre planète, ce que nous observons de l'espace, comme je vous l'ai déjà dit. Le point d'avantage, à partir de 800 km, qui est en fait le niveau des satellites, nous donne une approche unique pour observer la planète parce que cela nous donne une vue d'ensemble et nous donne des données sur chaque point de la planète et cela au quotidien. C'est toujours les mêmes instruments qui font les mesures, donc on peut faire des comparaisons à long terme. Il n'y a pas de biais. Et ce n'est pas un monde idéal, mais on a toujours la même source, des informations comparables et fiables. Et voilà l'avantage. Et c'est là notre contribution. On essaye de contribuer là où il est possible, là où nos données peuvent faire la différence. Merci. Merci. Si. Yes, Sandrine Fedel, I work for French television. I just want... Oui, Sandra, je travaille pour la télévision française. Je voudrais vous remercier de votre présentation parce qu'il faut savoir à quel point ces images satellitaires sont utiles pour notre travail. Comme un exemple, j'ai fait un rapport sur les émissions méthane dans le monde et j'ai utilisé justement vos cartes et les images Copernicus que vous nous avez montrées. Je pense qu'on peut faire encore
parce que je n'étais pas au courant de toutes les images que vous avez. Et c'est sûr qu'en tant que journaliste, cela est très utile, surtout pour des journalistes télévision, car vous nous montrez à quel point ces points sont importants. Merci à Robert et son équipe. Je peux peut-être contribuer à cela. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de nous contacter si vous avez des besoins spécifiques ou des questions. Et vous pouvez également au site web ISATOP où il y a des images de l'espace, des vidéos de l'espace, une très grosse base de données sur d'autres sujets, des informations historiques également. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le site web. Et sinon, vous pouvez nous contacter. On peut toujours essayer de voir ce qu'on peut faire. Very much, both of you. Je tiens à préciser pour Merci. Les présentations seront disponibles sur le site de l'événement dans les prochains jours. Présentiel, distanciel, message pour tout le monde. Alors, on a une toute petite pause. We have a break now. Thank you. Nous avons une pause rapide. Merci.